Donc nous allons accueillir notre premier candidat, qui est du coup Thibaut Plat, sur le sujet « L'avenir fantôme aux mains vides, qui promet tout et qui n'a rien » de Victor Hugo. J'invite du coup les membres du jury à noter le sujet. Je répète, « L'avenir fantôme aux mains vides, qui promet tout et qui n'a rien ». Thibaut Plat, je t'invite à nous rejoindre. Mesdames, Messieurs, chers jurys, mais surtout chers organisateurs, je dois vous témoigner une admiration certaine. L'événement est élégamment ficelé, les conférences nombreuses et le public visiblement au rendez-vous. Autant d'efforts pour ne parler de rien, ça suscite l'admiration. Oui, j'insiste, ne parler de rien, du nada, du kutchi, du walou. J'ai entendu ici bien des mots qui, même additionnés, ne faisaient rien en somme. Ils ne faisaient rien car ils acclament un concept qui n'a rien pour lui. L'avenir, ce fantôme agité par ceux dont le présent est assez confortable pour s'autoriser l'inaction dans l'unique but de berner les pauvres gens d'un futur qui apporterait demain la prospérité qu'on leur refuse aujourd'hui. Alors, ce fantôme, inutile et paresseux, Hugo dit qu'il faut s'en débarrasser, n'en espérer rien et se contenter de faire avec ce que nous avons dans les mains. Alors, laissez-moi me faire artisan de l'existence humaine et vous présenter les outils du présent. La guerre aux portes de l'Europe. Mais pas chez nous. Pas chez nous, pas chez nous, non, non. En France, ça va. Laissez-moi regarder mes notes. Instabilité politique, déficit public. Non, c'est qu'on est trop proche, trop près, beaucoup trop près. L'Europe, la France, c'est une vision européano-centrée. Prenons plus large, beaucoup plus large. La planète, par exemple. Après tout, ça fait des décennies qu'on est sur le chantier. On doit aujourd'hui avoir une solide base. 2024, année la plus chaude jamais enregistrée. Bon, ok, on est foutu, ok, foutu. Et puisqu'il n'y a plus rien à sauver, moi, j'arrête. Trouvez-moi une corde, je me cherche mon arbre. De toute façon, c'est simple. Si Hugo a raison, et il a toujours raison, il n'y a rien à attendre du futur. Et si mon analyse est juste, il n'y a rien à faire du présent. Alors, moi, je cherche mon arbre, si possible large tronc, grande branche, ramifications éparses, certes, mais solides au demeurant. Ceci dit, vous savez, je suis de ceux qui croient en la méthode. Alors, plutôt que de chercher mon arbre en vagabondant dans Aix-en-Provence et m'entendre dire « non, pas celui-ci, il est trop petit, pas celui-là, il est trop fin, mais enfin, monsieur, c'est le sapin de Noël de la ville », pour éviter de ruiner l'esprit de Noël, j'ai cherché sur Internet mon arbre. Et je suis tombé pendant mes lectures sur un bel arbre, immense, noble, et aux ramifications qui semblaient infinies. Un arbre légendaire venu du Nord, un Yggdrasil qui portait sur ses branches tous les mondes du possible. Il rassemblait des choses pourtant si opposées, les elfes et les orques, les dragons et les fées, le temps et l'espace. Toutes ces possibilités qui semblaient invraisemblables étaient portées par un seul arbre conceptuel, un arbre-monde. Et alors que je me disais que c'était l'arbre parfait pour me pendre, une réflexion me vint. Je ne crois plus aux fées depuis longtemps, mais cet avenir que vous encensez n'est-il pas lui aussi Yggdrasil aux infinies possibilités ? Si nous n'avons qu'un seul monde, n'est-il pas pour autant lui aussi porté par un arbre à venir dont les branches infinies décrivent les futurs vastes et infiniment possibles ? Cet avenir aux hypothèses sans fin, il est probables erreurs et surprenants succès, heureuse santé et affre de la maladie, tourment du regret et feu de joie.
Ils ne lui appartiennent pas comme un bien, mais ils sont une part de lui que les hommes viennent collecter. Car depuis sa cime, cet arbre à venir fait découler le long de son tronc une substance, une sève d'espoir qui dégouline et offre la possibilité de ceux qui cherchent à la récolter de recoller les morceaux d'un présent boueux en une carte qui indique le chemin à suivre. Alors, Monsieur Hugo, ne maudissez pas de là-haut les organisateurs, ils ne s'opposent pas à vous, mais vous complètent humblement, oui, l'avenir n'a rien, et c'est sans doute car il est déjà tout. Je vous remercie. Du coup, nous allons accueillir notre deuxième candidate, Ambre Trollier, sur le sujet « L'avenir appartient-il qu'à ceux qui prennent des risques ?» Je vais répéter pour le jury. « L'avenir appartient-il qu'à ceux qui prennent des risques ?» Cher jury, chers spectateurs, fermez les yeux. Imaginez alors une étudiante assez confiante, élégante dans sa façon de concevoir la vie. Maintenant, imaginez que sur cette jeune femme, une tragédie sévit. La tragédie non pas des non-dits, mais des non-faits. Relève-t-il de la féerie d'assumer, d'assurer et d'embrasser ce à quoi on aspire ? Cette jeune femme, en se projetant, maîtrise-t-elle l'avenir ? Ne devient-elle pas plutôt une proie se jetant à la désillusion de ses aspirations ? Si la peur de ne pas réussir lui ôte son sourire et l'emmène vers les abîmes qui la tétanisent face à cet avenir qu'elle ne peut empêcher de venir, alors nous pouvons nous demander pourquoi oser ? À cela, je répondrai oser, j'oser. Et j'oserais dire que cet adage, malgré son manque d'écriture, de fioriture, a su nous marquer le risque à payer. Ainsi, cet abîme est-elle réellement ce qui l'abîme ? Et l'abîme, prenons son antagoniste, nommément Baptiste. Ce dernier pensait qu'être audacieux était le seul moyen d'atteindre les cieux, d'avoir la main sur cet avenir si précieux. Il voyait dans le danger une voie pour s'émanciper. Cet état d'esprit semble lui avoir réussi. Non pas de lui conférer une aura messianique ou par le simple fait de tenter, il aura fait exister, il aura appris. Il aura pris le risque de vivre. Mais pourquoi l'avenir provoque-t-il autant de mots, que les mots peinent à expliquer ? Je dirais que l'avenir qu'il tétanise ou qu'il pousse à agir en vue de sa maîtrise n'est au final qu'une bêtise. Puisqu'une chose est certaine, et je le dis sans haine, l'avenir n'appartient à personne. Pas même à ceux qui se lèvent tôt. Et je dirais plutôt que ce constat sonne l'alarme du moment où l'homme verse sa larme. Puisque si oser, ce n'est pas maîtriser, que reste-t-il de cette personne qui se désarçonne à mesure que le temps se consomme ? Eh bien, il reste le jeu. N'est-il pas formidable, exaltant de penser que le jeu peut choisir de jouer ? Cependant, si tester n'est pas synonyme d'échouer, il en est une possibilité. Échec et mat, le jeu est terminé. Échec et mat, comme elle n'a pas réussi ce discours d'éloquence. Échec et mat, l'adversaire domina. Échec et mat, la honte prête à agir s'arma. Eh bien non. Échec et mat et la vie triompha. Alors je vous demande, chers jurys, chers spectateurs, pourquoi risquer de ne pas risquer ? Pourquoi décider de s'enterrer avant même que la vie ne l'ait décidé ? Parce que l'inconnu ne devrait pas nous provoquer l'envie de conter, de narrer ou de doter cette vie future d'habits qui, par leur existence sûre, l'empêchent de se dévoiler telle qu'elle est. Je dirais que celui qui prend des risques n'est pas celui qui maîtrise son avenir. Celui qui prend des risques est aussi ignorant
que celui qui, au demeurant, a choisi de vivre sa vie comme un mourant. Celui qui prend des risques, c'est celui qui joue. C'est celui qui, malgré le flou et l'incertitude, a décidé d'être ce fou qui, par son attitude, a pu atteindre les plus hautes altitudes. Celui qui prend des risques, c'est celui qui est épris d'un élan de vie. Et lentement, il s'engouffre non pas dans cet abîme, mais dans la plénitude d'esprit, d'avoir tout pris de la vie. Alors, à cet étudiant chétive, je lui dirai de ne pas avoir peur des heures qui passent, car hélas, elles peuvent provoquer le vertige, mais en aucun cas, elles ne souhaitent que tu te figes. Alors retiens que l'audace est ce qui nous empêche d'être las. Troisième candidat, nous accueillons du coup Max Gérard Ricot sur le thème « L'avenir doit-il être décidé par la majorité ou par les experts ?» Je répète une dernière fois. L'avenir doit-il être décidé par la majorité ou par les experts ? C'est un peu prétentieux quand même, non ? Décider de l'avenir ? Si l'avenir doit être déterminé par la majorité ou les experts, nous aurions donc la capacité de pouvoir décider précisément ce que sera l'avenir ? Notre futur dépendrait rigoureusement des choix réalisés par telle ou telle entité ? Pourquoi pas ? Si je prends la décision de ne pas arroser cette plante, alors elle meurt. Si je viens jusqu'à Saint-Raphaël sans tente, ok, pour ce souffle au cœur. Si je décide de polluer à outrance, alors j'assume les cataclysmes dévastateurs. Ah non, ah ça non, ah ça non, parce que qui aurait pu prédire ? Non, si l'avenir dépend uniquement des décisions prises, nous considérons que l'existence est mathématique. Si je décide A, alors ce sera B. Ainsi, si seuls les mathématiciens sont en capacité de prendre les bonnes décisions, aucun lien entre la dissolution et notre place au PISA. Non, finalement, lorsque nous nous interrogeons, nous discutons de la vie de la cité, de la police, de la politique. Alors, qui est le plus qualifié pour décider de l'avenir ? Commençons par démonter le mythe de l'expert. L'expert produit un savoir caractérisé par sa technicité et investi dans un processus politique décisionnaire. La définition posée, appelons Platon. Pour faire simple, la vérité est présente en chacun de nous. Seulement, on n'y a pas tous accès, et ceux qui l'atteignent doivent décider de l'avenir, les experts. Ils peuvent donc imposer aux gueux un intérêt général. Malin. Où tout ça nous mène ? À main levée, rapidement, qui en faveur d'une tuerie de masse ? Pas grand monde. Pourtant, si on écoute un expert en démographie, nous sommes trop nombreux. Et la réponse pragmatique, c'est que nous devons être moins nombreux. Bon, l'avenir doit-il être une décision technique ? La démonstration est cas pratique. D'ailleurs, que faire lorsque l'expert démographe rentre en contradiction avec l'expert géographe ? Non, le problème, c'est pas le spatial, c'est le social. Quel expert doit décider de l'avenir ? Face à ces contradictions, attaquons-nous à la majorité. Si l'avenir de chacun doit être décidé par la majorité, comment s'assurer que les passions ne prennent pas le pas sur la raison ? En matière de justice, par exemple, les magistrats, experts du droit, appliquent le principe d'individualisation des peines. L'avis d'une majorité non formée, lorsqu'il porte, par exemple, sur des écarts financiers, peut-il représenter une décision proportionnée ? Le tribunal populaire vaut-il mieux que l'assemblée d'experts ? Si tel était le cas, qui sait ? Certains ne seraient peut-être pas présents pour donner des conférences dans une certaine ville de province. L'avenir laissé à la majorité ? Oui. Ah oui. Décision contre l'avortement, pour la corruption, la prescription d'eau de Javel en intraveineuse et le racisme décomplexé pour la deuxième fois. Au sujet du vote d'ailleurs, le vote qui, par le suffrage universel direct, donne le pouvoir, expression d'un avenir laissé entre les mains de la majorité. Mais même là, n'est-on pas gouverné par des experts ?
par un expert même, par un expert de la finance, par un expert de la finance à 6% de déficit. Mozart de la finance, quand tu nous tiens, ni expert, ni majorité. Et si nous nous autorisions à rêver? Et si la majorité pouvait être experte? Si on arrêtait de prendre les citoyens pour des êtres amorphes sous seringue hypodermique capables de décider une fois tous les 5 ans? Je vais être honnête, il y a un mois, les conventions citoyennes, j'y croyais pas. Je ne comprenais pas la valeur que l'on pouvait donner à 100 charlots tirés au sort. Mais depuis un mois, je suis en stage à la mairie de Marseille. Applaudissements. Bon, dans ce cadre, j'ai rencontré 111 citoyens piochés avec pour mission de réfléchir durant 1 an à des thèmes tels que le partage des usages de l'eau. Une ville perméable capable d'absorber les eaux pluviales dans les sols afin de réguler les inondations et de restituer cette eau aux végétaux, amenant à s'inspirer du concept d'hydrologie régénérative. Dans un groupe de restitution, il y avait une entrepreneuse immobilière et un peintre du centre-ville. Le citoyen engagé devient créateur d'expertise et se rend capable de décider de son avenir. Qui doit décider de l'avenir? Tout dépend de la volonté politique à former les citoyens. Néanmoins, et Foucault le disait, le pouvoir, le savoir, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, il faut vouloir le partager. Alors oui, une majorité d'experts pour décider de l'avenir, comment pourrions-nous appeler ça? Une assemblée citoyenne du futur? C'est précisément le nom donné à ces 111 citoyens. Comprenons tous, il n'est plus question de qui, mais du comment. Croire que l'on peut décider de l'avenir ou s'adapter au devenir. Pour qui le souhaite, se former et s'engager. Quatrième candidat, j'appelle Mathieu Gambin, sur le thème « Il n'y a pas d'avenir sans mémoire » de Jacques Chirac. Je répète, « Il n'y a pas d'avenir sans mémoire » de Jacques Chirac. Chers tous, bonsoir. L'âge n'est pas gage de vérité. Néanmoins, il témoigne d'une vie éprouvée, bien chargée, d'expériences et rencontres variées. La sagesse s'acquiert, oui. Et comme tout processus qui nécessite du temps, elle octroie de facto à son détenteur le statut de figure d'autorité. Loin de moi l'idée de couronner toutes personnes âgées. Trump est bien placé pour en témoigner. Mais j'ai un modèle bien désigné, mon grand-père, pour les intimes, Papy Roger. Outre m'hypnotiser chaque mercredi ensoleillé et jour férié, moi, affalé sur le canapé, j'empoignais une tasse de café, post-petit déjeuner. Je luttais pour ne pas somnoler devant ces émissions Arte. Il avait pour habitude de fredonner, non pardon, pas Fredon-Saquet, il avait pour habitude de fredonner « La mémoire, c'est la faculté d'oublier ». Oui, chère audience, ne vous y trompez pas. Nos premières cartes Pokémon échangées dans la cour de récré, nos premiers ballons quillés au sommet du pommier de nos maisonnées, nos premiers mots dans le carnet, avec ce soir que l'on redoutait, celui où il allait falloir l'avouer. Les bracelets et les Scooby-Doo tressés par nos amantes qui, à l'époque, foisonnaient. En bref, tout ce qui, de près ou de loin, forgeait notre scolarité s'est envolé. Nous n'en gardons qu'un goût d'inachevé, ou pire, de profond regret. Le souvenir, c'est la présence invisible, nous disait Victor Hugo. Ah, monsieur Hugo, je vous tire mon chapeau. Toujours le mot à propos, la locution comme objection, le verre en guise de revolver. Le souvenir, qu'est-ce donc? Ce qui se présente à ma mémoire? Mais si ma mémoire est établie comme
Mais si ma mémoire est établie comme la faculté d'oublier, alors le souvenir serait un dissident, cherchant à ne pas être analysé, trié, puis jeté par le processus chimique de notre cerveau. En réalité, le souvenir est un survivant. Le souvenir, c'est l'incarnation de toute la force d'abnégation contre la fatalité. Ce souvenir, c'est témoigner de mon humanité. Ce souvenir revient à admettre la trace indélébile d'un événement, d'une impression, d'un soupçon sur le temps. Je me souviens de cette odeur enivrante de navettes aux arômes de fleurs d'oranger, au détour d'un coin de rue, d'une épicerie du Vieux-Port. Je me souviens des sandwichs aux saucisses fumantes et aux frites bourrées de sel qui accompagnaient nos tournois de football le 1er mai. Faites du travail mon cul. Mon père, lui, n'était pas à la maison en train de pantoufler sur son canapé. Il était bien là et tentait tant bien que mal de nous encourager. Je me souviens des kermesses en primaire, de notre insouciance, des loups glacés, des marelles, des ballons prisonniers, des tecs, des rencontres CM1, CM2, où le but en or faisait s'abattre sur la cour de récré la gloire éternelle des vainqueurs, les larmes intarissables des vaincus. Sans ce 26 mai 93, pas de littoral embrasé, 30 ans après. Sur la côte bleue, qui ce soir-là, de célébration de notre sacre européen, troqua son bleu roi pour un rouge révolutionnaire, aussi brillant et palpitant. Ce 26 mai 2023, la mémoire d'une génération trop vieille ou trop engagée dans la vie active pour, en pleine semaine, festoyer, transmis à sa descendance sa passion pour un emblème, pour un blason qui en dit long sur sa conception. Tissé sur la poitrine, l'Olympique de Marseille, un logo. L'Olympique de Marseille doit vous aller droit au cœur. Le souvenir, la mémoire, c'est ce qui fait croire aux supporters marseillais que l'OM est toujours le plus grand club français. Et c'est un Marseillais qui, devant vous, se tire une balle dans le pied. Est-ce dire que nous vivons dans le passé, comme même à le rappeler nos ennemis du PSG? Certainement pas. La mémoire permet de rassembler et fait de l'histoire un bien sacré. Conscients des prouesses d'antan, nous sommes d'autant plus véhéments à l'idée d'aller de l'avant. Dans le sport, chaque record est établi pour, à terme, tomber dans l'oubli. Je me souviens de Teddy sur le tatami, de Colli, droit comme un i, surfant sur la vie. Je me souviens de la garde nationale, jouant au rythme de Jaja, d'Aya Nakamura. Je me souviens de Paris, sans ennui, sans son gris, sans boursiers délogés de leur cité. Oups, qu'ai-je dit? Je me souviens du ciel bleu dans les yeux d'Émilie, qui ne s'est pas écroulé, bien que Piaf nous en ait informé. Oui, je me fous du monde entier, puisque comme le dit Johnny, que je t'aime, ô toi, Olympie. 1000 merci pour ces jeux réussis. Eh bien oui, la mémoire, c'est ce qui offre au passé, au révolu, une merveilleuse pérennité, immortalité, gloire, éternité. La mémoire n'est pas tangible, pas saisissable, pas malléable. Elle demeure embarquée en chacun de nous, imbriquée en chacun de nous. Où que nous nous rendions, elle est là, égale à elle-même. Gardez en mémoire que l'histoire est écrite et comptée afin que le temps n'abolisse pas les travaux des hommes du passé et oblige l'avenir à s'en imprégner. Notre 5e candidat, Samuel Rogron, sur le thème « L'avenir est-il une promesse ou une menace ?» L'avenir est-elle une promesse ou une menace?
Mesdames, Messieurs, cher public, cher jury, tous les matins, quand je me lève et que j'allume mon téléphone pour lire la presse, j'ai l'impression de vivre une véritable détresse. 1er novembre 2024, dans la Croix, agriculteurs, un climat morose. Le lendemain, dans la Voix du Nord, une véritable tragédie à Valence. Le même jour, dans le Figaro, entre l'Algérie et la France, l'échec de la réconciliation, pas nouveau. Et puis, bien entendu, dans l'Humanité d'il y a 2 jours, le cauchemar américain. Comment voulez-vous que l'avenir soit une promesse quand à chaque ligne, il semble virer à l'angoisse ou à la tristesse? D'une certaine façon, les unes de presse dépeignent un monde suspendu, un monde où la guerre, le climat, l'insécurité, la dette publique semblent déjà perdus. Peut-être qu'Orwell aurait dû choisir l'année 2024 finalement. Oh sacrilège, que l'on m'arrête avant que je tombe dans les travers de ce piège. En ces minutes comptées, je veux garder le verre à moitié plein, sans jamais tomber dans l'effroi. Ce serait bien trop facile de jeter le verre par terre, de dénoncer tous les maux sans espoir, et de dire combien l'humanité semble sombrer dans le noir. Je ne serai pas de ces prophètes de malheur, car le catastrophisme, c'est se soumettre à la peur. Ayons alors plutôt un panache exubérant d'ardeur. Oui, la guerre est aux portes de l'Europe. Peut-être ira-t-elle plus loin, mais nous n'y sommes pas encore. Oui, le réchauffement climatique est là. Une vérité chaque jour plus réelle, mais l'espoir réside quand même dans les nouvelles technologies. Oui, des tendances autoritaires se dessinent, mais là encore, la démocratie résiste, un phare contre la montée des rancœurs. Si on laisse effectivement le présent fuir devant la menace, le vent nous emportera sans laisser de traces. Et alors, à ce moment-là, le peuple prendra de l'opium pour se soulager et crier avec foi « Mektoub » ou « c'était le destin ». Mais encore une fois, ce serait trop facile. L'avenir, cher auditoire, aussi vaste et opaque soit-il, on peut le prévoir, le prédire, l'estimer, l'espérer, le présager, le sentir, ou même essayer de le rencontrer, comme nous le faisons aujourd'hui. Mais pouvons-nous annoncer la couleur avec certitude? Pas même le plus grand des savants n'en est capable, excusez-moi. Ou serait-il doté de pouvoirs magiques? Et ceux qui pensent y arriver n'ont fait que deviner l'incertitude. C'est justement parce que l'avenir garde en lui cette part d'inconnu que nous devons lui accorder un zeste de confiance. Croyez-moi, ce geste serait déjà une marche franchie vers la promesse d'un avenir radieux. Mais restons lucides, je ne suis pas candide. La confiance ne doit pas être naïve et innocente. Je préfère la formule d'un bon vieux patron de bistrot à ses employés. La confiance n'exclut pas le contrôle, c'est certain. Et pour la menace, même combat, elle n'exclut pas non plus le contrôle. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas être passif, mais assumer son rôle. L'avenir se prévoit, il doit s'anticiper. Nous ne sommes pas prisonniers d'un destin imposé. Pas besoin de s'en échapper, nous avons les clés de l'espoir. À nous de les tourner dans le bon sens pour ne pas rester dans le noir. Voilà pourquoi la deuxième marche, après la confiance, c'est à nous de la prendre. Utilisons la clé de la promesse pour fermer les portes menaçantes et ouvrir celles qui nous mènent vers des heures rayonnantes. Pour cela,
Il faut rester en mouvement, écouter, anticiper, comme un boxeur qui évite les coups habilement. Et puis, si vous me le permettez, en ces temps qui courent, c'est plutôt un crochet de la droite bien appuyé que l'on cherche à contrer. Tout cela pour vous dire que oui, c'est vrai, l'avenir est menaçant. Mais jamais, jamais il ne faut se résigner. Il faut avancer vaillamment avec le couteau entre les dents. Car c'est en se préparant au péril qui se dresse que l'avenir pourra enfin devenir une promesse. Je vous remercie. Nous accueillons maintenant notre dernier orateur, Loïc Compin, sur le sujet « L'avenir doit-il être guidé par la science ou par l'éthique ?» Donc, l'avenir doit-il être guidé par la science ou par l'éthique ? Nous sommes dans un système fascinant. Fascinant, oui. Parce que nous confions notre avenir à des gens qui ne le verront pas, qu'on confie notre argent à des gens qui ne veulent pas donner le leur, et qu'on fait représenter notre voix à des gens qui ne veulent pas entendre la nôtre. Un système finalement qui agit dans le présent un peu comme un rouleau compresseur, dans lequel des compressés comme moi sont prêts à remettre en question tout le système pour une question d'avenir. Très bien. Ce rouleau compresseur peut être décrit par une simple phrase. Après moi, plus rien. Un Attila. Par où il passe, plus rien ne pousse. Il file la peste, il sent la piste, désolé, mais cet Attila dont je vous parle a un nom, l'argent. Si l'argent n'a pas d'odeur, je connais un objet qui sent quant à lui le roussi. Notre avenir, à nous, les jeunes. Ces dernières années, nous les jeunes, nous avons couru après la gloire, après l'argent, et maintenant que l'on a tout, on souhaiterait ralentir le temps, ne sachant où aller. Mais lui, file. Et à mesure que cette bobine se déroule, je peux déjà deviner ce qui est en train de se tricoter. Un gouvernement entre la science et l'éthique. Pourquoi ? Eh ben, parce que, voilà tout. Parce que si je n'arrive même pas à imaginer le bout de ma phrase, qu'en est-il de mon avenir ? Alors, mes chers compatriotes, l'éthique. Voilà bien un grand mot qui veut tout et rien dire. Dont d'ailleurs le petit paragraphe après le mot en gras dans le gros bouquin appelé dictionnaire pourrait être résumé de telle sorte, un peu à la Fabrice Lucchini. Ensemble des conceptions morales de l'individu qui dépasse son stade d'individuationnaire. Ouais, enfin un autre mot pour dire rien, vide, néant, kochi, nada, walou, rien du tout. Non, on ne gouverne pas avec des grandes phrases et des grands principes, aux grands mots, les grands remèdes. Non, l'avenir est tourné vers la grandeur, vers la jeunesse, vers la puissance, et ce siècle doit être notre siècle. Choisir le parti de l'éthique sur celui des sciences, c'est être dans le déni. Une idée niaise qui ne répond ni au non ni au oui. Et puis, l'éthique entre nous, c'est un peu l'arme des faibles, non ? Tenez, regardez-moi. 1m77, 67 kg. Face à Mike Tyson, j'aurais bien plus intérêt à évoquer mon éthique qu'à rendre la châtaigne. Tendez l'autre joue, disait Jésus, mais en attendant, l'autre se joue de ma situation, profitant de ma faiblesse pour attaquer. C'est un peu les plus grands blockbusters de l'histoire. Scar et Mufasa, dans Le Roi Lion. Don Corleone et Virgile, dans Le Parrain. Giscard et Bokassa. Alors face à ça, qu'une solution. La lâcheté. La science au service de l'intérêt. Et ça, pour le coup, on est créatif. Un peu à la mode de Bernard Blier. Mais attention, j'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. Non, l'éthique, c'est l'arme de ceux qui ne veulent pas en utiliser. C'est un joli mot, plus souvent utilisé dans la bouche des petits que dans le palais des grands. Tenez, prenons le cas des Chinois. On ne sait pas où ils veulent aller, on ne sait pas ce qu'ils font, et à force d'hésiter entre les Chinois de Chine et les Chinois du Japon, on finit par se demander si on n'a pas mis sous les jupons de l'histoire les Nippons de Tokyo.
Mais pour autant, le débat entre la science et l'éthique est pertinent. Parce que la découverte, c'est pour le bon, mais aussi la brute et le truand. Parce que si l'homme qui attribue aujourd'hui la paix dans le monde a créé la dynamite, que dire d'une matière qui peut nous sauver autant que nous détruire? Un compte à rebours permanent, un tic, un tac, qui une fois qu'il pète laisse autre chose qu'un goût mentholé. Dans tout ça, entre nous, l'éthique semble être un joli mot, mais c'est bien plus qu'un joli mot. C'est une balance, non pas une balance policière, mais une balance envers la science. Que serait un gouvernement sans éthique? Un pouvoir qui ne respecterait aucune convention, qui ne respecterait ni les choix du peuple, ni les lois, qui essaierait partout, toujours, qui tenterait par tous les moyens de tirer à son avantage des fonctions qui lui sont attribuées. Ah oui, mais ça, c'est pas l'avenir. Hein. Ça, c'est l'Assemblée nationale. En bref, l'avenir doit être guidé comme un adolescent. Ça sait pas ce que ça veut, pour parler dans leur langage. Il croit tout savoir, il risque de tout savoir. Il veut tout savoir, mais il ne sait pas s'exprimer et finit par imploser. Non, je pense que science, pas science, éthique, pas éthique, je perds patience, je perds mes sens, j'ai la carte d'éthique. Alors moi je vous dis, chers compatriotes, chers amis, chère jeunesse, suicidez-vous jeunes, vous profiterez de la mort. Un grand merci du coup de nous avoir écoutés, un grand merci aux candidats. Je vous invite à rester dans la salle pendant les 10 minutes où le jury va délibérer. Donc on les invite à du coup délibérer à l'extérieur et on vous retrouve dans peu de temps. Je passe donc le micro à Bertrand Perrier. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes évidemment tous la première partie de Nicolas Sarkozy, hein, qui dans un concours d'éloquence est hors concours en réalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va venir nous hypnotiser dans une demi-heure et nous refaire vivre ce qu'était l'éloquence politique qui a disparu depuis longtemps de notre pays, depuis qu'il n'est plus là. Donc c'est une réunion de fan club en réalité. Merci évidemment aux rencontres de l'avenir de donner la parole à la jeunesse, c'est-à-dire à ceux qui vont faire l'avenir. Et je crois que c'est un bon symbole, en effet, que ceux qui ont une vingtaine d'années et qui nous succéderont sur cette planète et qui forgeront l'avenir qui est le leur puissent d'ores et déjà, par la parole, construire devant nous leurs convictions et ce qu'ils façonneront dans le monde qui vient. Donc je veux leur dire toute mon affection et je crois parce qu'ils ont fait cela en parallèle de leurs études et pour se former, mais aussi pour nous faire plaisir et nous faire passer un bon moment, ce que nous avons tous passé. Et je crois qu'avant de les distinguer, ce qui est tout à fait le rôle d'un concours, nous pouvons les embrasser dans une salve collective d'applaudissements. Et merci à tous et à chacun de nous avoir fait part de vos convictions, de vos doutes, de vos peurs, de vos enthousiasmes. C'est aussi cela qu'autorise la jeunesse et que ne donnerions-nous pour être de votre génération, même avec tous les défis qui se présentent à elle. Nous avons donc dû choisir. Alors évidemment, le choix est infiniment subjectif, il est contingent, vous savez ce qu'est une décision de jury, elle est le fruit de compromis, je suis le porte-parole évidemment de la décision collective, mais je veux vous dire que voilà, nous avons 2 prix parce que 2 prix nous étaient attribués et que nous avons pu vous décerner, mais voilà, nous aurions voulu récompenser tout le monde et donc sachez que nous avons été sensibles à chacun de vos mots, à chacun de votre sincérité, de votre personnalité, de votre enthousiasme, de votre fraîcheur et nous vous félicitons tous très très vivement. Donc nous avons 2 prix. Mais comme vous le savez, les 3 mousquetaires sont 4 et les 2 prix sont 3. Oui, bon, c'est une allusion qui vaut ce qu'elle vaut. Donc, malgré tout,
nous avons souhaité, avec les membres du jury que je remercie pour notre délibération efficace et chaleureuse et sérieuse, donc ceux qui gagnent, je crois, les 2 prix, gagnent du vin de Pierre Gattaz. Sachez-le, je le connais, enfin pas Pierre Gattaz, je connais le vin de Pierre Gattaz, je connais aussi Pierre Gattaz. C'est du bon vin. Sachez-le, il y met toute sa passion, il y met toute sa science également, et ceux qui vont remporter des bouteilles ne le regretteront pas. C'est du très bon vin, il fait également de l'huile d'olive. Je vous invite à aller vraiment sur le site de son exploitation, enfin sur le site internet, je veux dire, n'allez pas sur le site, c'est fermé. Hein. Voilà, donc vraiment, il fait ça avec passion, avec enthousiasme, lui aussi, guidé par à la fois des scientifiques et des druides, parce qu'il y a aussi chez Pierre une forme d'intuition druidique, et donc vraiment, je vous invite à aller goûter le vin et l'huile de Pierre Gattaz. Donc Pierre avait prévu 2 bouteilles, donc il va donner aux 2 premiers, mais malgré tout on voulait aussi saluer à titre de prix d'encouragement. Donc je suis désolé, la personne qui va être nommée ne repartira pas avec une bouteille de Pierre Gattaz, elle repartira avec les félicitations de Pierre Gattaz, ça vaut à peu près la même chose, mais nous voulions souligner que l'avenir est aussi féminin et que Ambre, avec sa jeunesse et son premier concours d'éloquence, nous a-t-on dit, nous est paru comme une promesse de l'aube, et nous voulions lui faire ce signe d'amitié, d'affection, d'encouragement, et donc c'est un prix, les mecs se partagent le pinard et les femmes ont le talent, c'est l'histoire de l'existence, et donc Ambre, nous voulions vous adresser ce clin d'œil d'encouragement du jury. Vous avez donc ce prix qui n'est pas doté autrement que de notre affection. Alors c'est là qu'il ne faut pas que je me gourre. Oui, c'est ça. Bon. Donc il y a 2 prix. Alors, je ne sais pas, Pierre, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une bouteille et un magnum? Est-ce que on pourrait les classer en fonction de... Alors, oui, alors c'est le château de Sannes. Voilà, S-A-2-N-E-S. Et vous pouvez absolument... Alors, il y a plusieurs cuvées. Hein. Il y a le 1664, c'est ça? 1603. Alors, 1603, donc, qui n'est pas la date de naissance de Pierre Gattaz. Et donc, ça, c'est vraiment... Il y a un blanc de blanc. Alors, le grand blanc de Sannes. Franchement... Alors, c'est le moment publicité gratuite, hein, mais le grand... Voilà, vous ne repartez qu'avec cette idée. Le grand blanc de Sannes. Ça c'est vraiment le petit Jésus en culotte de velours. Il le moule lui-même, enfin, c'est vraiment extraordinaire. Il veille dessus, il le goûte, il le recrache parce que sinon sa femme n'est pas d'accord. Enfin, vraiment, grand blanc de Sannes. Donc, voilà. Trêve de plaisanterie. Donc on a distingué 2 orateurs parmi vous, ce qui ne veut pas dire que les 2 autres n'avaient pas de mérite éminent également. Donc je vais dire gagne une bouteille et ensuite gagne un McDo, même si c'est pas forcément vrai, j'en sais trop rien. C'est vrai? Alors oui, vous gagnez tous des livres aussi généreusement offerts par Frédéric Masquelier, le maire des rencontres, le maire des rencontres de l'avenir, donc le maire de Saint-Raphaël, sur... Voilà, voilà, ce sont votre maire, qui est notre maire à tous, pendant ces 3 jours. Il a beaucoup d'enfants. Et autant de contribuables. Nous l'embrassons, c'est un confrère. Bien, le 2e prix du concours d'éloquence des rencontres de l'avenir 2024 est attribué à l'imitateur officiel de Fabrice Lucchini, à savoir Loïc.
Et le magnum de Grand Blanc de Sade, oui, et de la part d'un jury assez ébloui par la maturité du propos, par le charisme, par déjà une forme de métier d'orateur, est attribué en complément d'une indemnité modeste que l'on devine être celle du stage à la mairie de Marseille à Max. Et nous voudrions également que vous applaudissiez personnellement Thibaut et Mathieu. Et chers amis, c'était vraiment une joie pour moi, pour nous tous, de vous entendre. Et Samuel, bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait de Samuel? Pourquoi on n'a pas applaudi Samuel? Je suis désolé Samuel, c'est le côté Mektoub qui vous est retombé dessus. Je suis infiniment désolé, alors que vous avez écouté également avec plaisir dans la redatation de Orwell en 2024. Pardon. Mille merci d'avoir assisté et d'avoir soutenu cette jeunesse. Un orateur n'est rien sans son public, mais le public va maintenant se déplacer pour écouter un orateur non moins talentueux, mais plus expérimenté. Ah mais franchement...